Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Andrei Martianov, auteur et analyste militaire, expert de l'armée russe ainsi que de la stratégie navale. Nous pouvons également préciser que Martianov est un ancien officier et par la suite a également été directeur dans l'aéronautique commerciale aux États-Unis. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Avec plaisir. Je voulais discuter avec vous des développements actuels ainsi que de la position affaiblie de l'OTAN, non seulement en Ukraine, mais aussi de sa structure globale. Mais d'abord, je pense qu'un bon point de départ serait ce plan de paix qui semble avoir échoué. En effet, le président Trump a proposé son plan de paix, qui a été immédiatement rejeté par Zelensky. Peu de temps après, la Russie a lancé une frappe très puissante de missiles et de drones sur l'Ukraine. Cela a ensuite été suivi par une offensive sur l'ensemble de la ligne de front, semble-t-il, au cours de laquelle la Russie a percé plusieurs lignes de défense ukrainiennes. Ainsi, il semble que les zones autour de Chassiv Yar et de Toretsk soient désormais particulièrement importantes. Je me demandais donc, tout d'abord, ce que vous pensez de ces développements. Et pensez-vous que les Russes poursuivent désormais une solution militaire, étant donné que la voie diplomatique semble quelque peu affaiblie? Je pense que la solution militaire n'a jamais vraiment été écartée dès le départ. Elle reste en quelque sorte en toile de fond. Et quoi qu'il arrive après cela, puisqu'il s'agit d'un champ de bataille, si quelqu'un pense que la diplomatie à elle seule va résoudre quoi que ce soit, je voudrais vous rappeler ma citation préférée de Zhou Enlai, le premier ministre chinois en 1954. Il a reformulé la célèbre maxime de Clausewitz, mais il l'a inversée à 180 degrés, ou à 360 degrés selon Annalena Baerbock, en disant que la diplomatie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Le champ de bataille et l'équilibre des forces ont toujours tout décidé et continueront de le faire. Les diplomates ne font qu'agir en fonction des réalités du terrain. Ils essayent de les infléchir et de les tourner à l'avantage du pays qu'ils représentent. Mais la vérité, c'est que c'est un champ de bataille. Et en ce qui concerne les solutions militaires, pour ainsi dire, cela n'a jamais fait de doute. Tout le monde comprend maintenant, surtout après ce qui s'est passé dans l'oblast de Koursk, en particulier le niveau d'atrocités qui ont été commises, qu'il n'y aura pas, vous savez, de cessez-le-feu classique, au sens de ce que souhaite M. Trump, car il ne veut pas la paix. Il veut un cessez-le-feu. Les Russes veulent la paix. Et le fait que les Russes veuillent la paix repose sur la destruction du régime de Zelensky. Et il ne s'agit pas seulement du régime de Zelensky. Zelensky n'est en réalité qu'une marionnette. C'est le régime lui-même, qui est manifestement alimenté par l'argent occidental et les services spéciaux occidentaux, en particulier de nos jours, avec le Royaume-Uni, qui joue un rôle crucial dans tout ce chaos, et les États-Unis qui en font toujours partie. Donc oui, cela a toujours été une solution militaire. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle des opérations menées par les forces spéciales, les services de renseignement et le ministère de l'Intérieur pour nettoyer ce qui restera de ce régime nazi. Disons les choses telles qu'elles sont. Et oui, c'est essentiellement militaire. Oui, eh bien c'est intéressant avec ce cessez-le-feu. Je veux dire, Macron a récemment fait des commentaires aux médias dans lesquels il a dit que si Poutine voulait la paix, en fait, Poutine ne veut pas la paix. Il a dit qu'il mentait, parce que s'il voulait la paix, il n'attaquerait pas l'Ukraine. Donc c'était une dichotomie claire. Soit on est pour la paix et on ne mène aucune attaque, soit on est un menteur. Mais dans le même segment, il a aussi appelé à un cessez-le-feu inconditionnel. Et étant donné que Poutine n'a pas accepté cela, cela signifie qu'il ne veut pas la paix.
Lorsque le président Poutine s'adresse aux négociateurs américains, il dit « Je veux la paix ». Lorsqu'il s'adresse à la planète entière, il dit « Je veux la paix ». Pourtant, il continue de bombarder l'Ukraine. Il continue de prendre des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse que nous attendons. Le président Poutine accepte-t-il un cessez-le-feu sans condition? Pour un cessez-le-feu inconditionnel. Je l'ai regardé, et ce qui m'a frappé, je suppose, c'est que cela m'a semblé un peu trompeur. Parce que, si l'on voulait vraiment la paix, on parlerait d'un règlement politique. Encore une fois, lorsque vous parlez de cessez-le-feu inconditionnel, cela implique que l'on laisse de côté toute solution politique. Mais cela ne reviendrait-il pas simplement à un autre accord de Minsk? Et si c'est le cas, que faudrait-il, selon vous, pour que la Russie accepte, enfin, quel type de règlement politique devrait être accepté pour mettre fin à la guerre? Je ne peux tout simplement pas citer Lavrov. Et je peux aussi citer Poutine, en fait. Les causes profondes. Éliminer les causes profondes. Et voilà. Alors parlons-en. Mais le problème, bien sûr, comme cela a été dit de nombreuses fois par beaucoup de gens, moi y compris, c'est que c'est péremptoire. C'est conçu pour être rejeté parce que les Russes ne sont pas stupides. Ils comprennent la nature de l'Occident moderne, ou d'ailleurs, même de l'ancien Occident. Et l'idée derrière l'OTAN, l'article 5 et tout ça, tout tourne autour de ça. Cela va être rejeté. Mais les Russes ne sont pas pressés parce qu'ils observent la dynamique au sein de l'OTAN. Et comme de nombreux professionnels militaires l'ont dit, eh bien l'OTAN est un mort en sursis, vous savez. Ainsi, les Russes n'ont aucune raison de se précipiter, car au final, il s'agira principalement d'un modus vivendi entre la Russie et les États-Unis, si les États-Unis parviennent à mûrir suffisamment pour gérer cela de manière appropriée. L'Europe, comme je l'ai dit publiquement depuis 10 ans, n'a essentiellement pas d'importance à bien des égards, car elle ne dispose d'aucune ressource pour poursuivre ou créer une véritable menace militaire au cours du premier quart du XXIe siècle. Si, Dieu nous en préserve, quelqu'un est assez stupide pour tenter quelque chose, l'Europe sera transformée en parking, et cela ne prendrait que 25 minutes. Mais ils le savent. Et c'est pourquoi, par exemple, quand on parle de Macron, tout cela n'est que manœuvre verbale, point final. Il n'y a aucune substance derrière. Les économies européennes sont creuses lorsqu'on examine leur véritable rapport de force et de moyens. Leurs armées, je veux dire, si l'on regarde l'armée française qui est par défaut la meilleure d'Europe, c'est une plaisanterie. Ce n'est même pas une armée. Si l'on considère leur niveau de préparation technique, par exemple, leur parc déjà minuscule de chars ou de forces aériennes, c'est juste, c'est le tiers-monde avec quelques éléments de technologie moderne. Et ils ne disposent d'aucun système intégré pour mener une guerre moderne du XXIe siècle. Les États-Unis ne l'ont plus non plus, mais alors n'en parlons même pas pour la France ou l'Allemagne. La Bundeswehr, c'est pire qu'une plaisanterie. C'est une force militaire inexistante. Il en va de même pour le Royaume-Uni. Donc s'ils pensent pouvoir débloquer ou fournir tout cet argent, cela ne fera qu'accélérer le niveau déjà élevé de l'inflation. De toute façon, ils ne pourront pas acheter grand-chose avec. Mais encore une fois, il faudrait une modernisation critique et systémique ainsi que des réformes de l'armée. Ils en sont incapables. Il n'y a rien à faire. Oui, vous venez de qualifier l'OTAN de mort en sursis. Eh bien, cela me rappelle un article du Washington Post en 2023, après la contre-offensive très désastreuse que les Américains et les Britanniques ont poussé les Ukrainiens à mener, même contre l'avis des commandants militaires ukrainiens. C'était donc une étude de cas intéressante sur la question de savoir qui dirigeait réellement la guerre. Bref, dans cet article, malgré le massacre de l'armée ukrainienne, il était dit, évidemment, ce n'était pas une victoire pour l'Ukraine.
mais que cela avait été une victoire pour l'OTAN. Il était écrit, dans un certain élan, je crois que le terme était un grand succès, parce que cela avait créé plus de demandes pour l'OTAN. Désormais, l'OTAN a évidemment compris qu'elle avait encore une raison d'exister. L'OTAN était en train de s'étendre. L'Allemagne avait abandonné toute ambition de collaborer avec la Russie et allait plutôt se militariser. Et soudainement, tout le bloc militaire s'est concentré. Nous avons à nouveau un nouvel ennemi, un but. Mais je pense qu'une grande partie de cela reposait sur l'idée de vaincre les Russes en Ukraine. En revanche, la puissance de l'OTAN a été vaincue, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'armes. Et maintenant, nous voyons les États-Unis se retirer, non seulement d'Ukraine, mais ils expriment aussi très ouvertement le désir de se retirer d'Europe et donneront auront certaines priorités stratégiques dans le monde, comme l'Asie ou l'hémisphère occidental. Donc, en l'absence des Américains, les Européens seront probablement eux aussi divisés, ce qui soulève la question, que devient ce bloc de la guerre froide, alors que l'Union soviétique a évidemment disparu depuis longtemps? Comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN? Peut-elle se remettre de cette situation? Car je me souviens avoir dit il y a un an que l'avenir de l'OTAN était un peu incertain. Et cela avait été rejeté comme de la pure propagande russe. On affirmait que l'alliance allait se rétablir et être plus forte que jamais. Mais même aujourd'hui, certains de ces mêmes interlocuteurs semblent simplement reconnaître que les choses ne vont pas bien au sein du bloc militaire. Eh bien, tout d'abord, il faut garder à l'esprit que toutes les personnes normales, saines d'esprit et compétentes ne travaillent pas au Washington Post ou au New York Times. Il y en a très peu, voire aucune, au Council on Foreign Relations. Ensuite, si vous regardez leur think tank britannique, c'est essentiellement un cirque, c'est une bande d'imbéciles, de clowns, vous savez, des incompétents diplômés qui courent partout en faisant semblant de comprendre des choses qui leur échappent, évidemment. Ils font semblant de savoir ce qu'est la stratégie. Ils ne le savent pas. Il n'y a pas un seul général américain qui comprenne réellement ce qu'est la stratégie, et encore moins si l'on parle des Européens. Les Européens se retrouveront donc à la case départ, mais cette fois sous l'épée de Damoclès, sous la menace du potentiel nucléaire et conventionnel russe. Et ils feront probablement ce qu'ils ont fait au cours des 1000 dernières années, se sauter à la gorge. C'est ainsi. C'est cela, l'Europe, essentiellement. Malgré toutes ces grandes réalisations que nous vénérons et aimons, elles sont nées essentiellement de guerres constantes et de massacres à grande échelle. Donc, l'Europe recommencera, et les Russes ne se soucient pas que les Européens commencent à s'entretuer complètement, car au final, les Russes ont leurs propres intérêts nationaux, et ils s'en moquent, tant que cela ne concerne pas la Russie. À cet égard, je ne peux citer que Douglas MacGregor. Le colonel Douglas MacGregor et le colonel Daniel Davis se sont exprimés il y a environ 2 semaines dans leur émission. Et Douglas MacGregor a déclaré « Danny, tu te souviens, en 1987, nous étions en Allemagne. Je t'ai déjà dit que l'OTAN est un mort-vivant. Nous savions que ce n'était pas une véritable alliance militaire. C'est essentiellement une blanchisserie. Alors, quiconque vient du Washington Post ou d'ailleurs et essaie de faire semblant, d'afficher un visage radieux et joyeux, il faut vraiment être un imbécile, honnêtement, pour dire « Oh, oui, nous avons été vaincus. Nous avons été vaincus à Krinky. Nous avons été vaincus lors de la contre-offensive. » Au moment où nous planifions la contre-offensive, la deuxième itération des forces armées ukrainiennes avec les mercenaires avait été anéantie. C'est comme si, les gars, vous ne compreniez même pas ce qu'est la guerre. Et c'est une question qui ne peut pas être traitée indépendamment des questions économiques, des questions de technologie, de recherche et développement,
de développement technologique, et de la manière dont il faut gérer les réalités tactiques et opérationnelles. Vous ne pouvez tout simplement pas leur expliquer cela, parce que la plupart d'entre eux, pas tous, certains le comprennent, ne le saisissent pas. Et par exemple, Macron, pouvez-vous m'imaginer en train d'expliquer à Macron ce qu'est la corrélation des forces et des moyens? Beaucoup de généraux français ne comprennent pas cela. Certains, oui. Et ils lui écrivent déjà des lettres ouvertes et ce genre de choses. C'est le chaos. Et nous vivons dans un monde où le capitalisme financier tel qu'il était, le parasite, comme le dit Michael Hudson, est en train de faire s'effondrer la civilisation. Parce qu'au final, vous savez quoi? Aussi étrange que ça puisse paraître, Vladimir Lénine, vous ne le savez peut-être pas, je ne suis pas communiste, je veux dire, je ne suis pas marxiste, mais j'utilise, vous savez, la méthode marxiste quand c'est nécessaire. Et si vous lisez le célèbre article de Lénine, en fait ce n'est pas un article, c'est une œuvre entière, assez conséquente. L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Mon Dieu, il avait tout prédit. La banque, le capitalisme financier, qui commence à dévorer les sociétés productives de l'Occident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, vous avez cette bande d'imbéciles qui ne savent que gagner de l'argent à partir de rien. Ils croient que la bourse reflète d'une manière ou d'une autre l'économie. Et ils ont essentiellement été pris par quelqu'un et écrasés contre le mur de la réalité. Et la réalité est tout autre chose. Et quand on regarde cela attentivement, oui, l'OTAN est en gros terminée. Je ne peux même pas imaginer comment ils peuvent maintenant. Si vous laissez les Européens seuls, les États-Unis ne vont pas complètement abandonner l'OTAN. Tout cela, bien sûr, ce n'est que de la communication, ce ne sont que les fanfaronnades de Trump. Mais le fait est que si vous regardez la base technique de l'OTAN, elle est obsolète. Et je parle aussi des États-Unis. C'est absolument obsolète. Ce qui motive la géopolitique moderne, ce ne sont pas des idées. La plupart d'entre eux sont déconnectés de la réalité, c'est-à-dire du véritable potentiel militaro-industriel et du COFEM, la corrélation des forces et des moyens. C'est le principal moteur de leur histoire. C'est pourquoi, vous savez, les marxistes et les marxistes soviétiques, russes, comprenaient cela. C'est pour cela qu'ils détestaient l'Occident, parce qu'ils ont soudainement dit « Ah oui, nous connaissons cette chose magique, vous savez, cette baguette magique, c'est comme ça qu'il faut parler à l'Occident. » Et c'est pour cela qu'ils détestent tout le monde. Et ils détestaient Staline parce qu'il a industrialisé l'Union soviétique et des choses de ce genre. Ce qui, au final, avec l'arrivée du 9 mai, le jour de la victoire, a effectivement vaincu ce qu'était devenu l'Europe à cette époque. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'Hitler ou de l'Allemagne. C'est toute l'Europe qui a envahi l'Union soviétique. Que puis-je dire? Ils sont pas contents, mais ils ne peuvent rien y faire. Oui, il semble qu'après que l'UEBO n'a pas réussi à offrir des avantages économiques à ses membres, elle se tourne désormais vers une UEBO géopolitique, ce qui signifie une version plus militarisée. Je pense donc que les Français y voient un certain intérêt, car dans une UEBO économique, le leadership serait allemand, mais dans une version plus militarisée, il faudrait passer le flambeau aux Français. Mais encore une fois, il ne semble pas que la Russie soit un épouvantail suffisant pour maintenir l'UEBO uni. Car on voit déjà, tu as mentionné les célébrations du 9 mai à Moscou, qu'il y a déjà les Hongrois, au moins les Slovaques, qui assisteront au défilé à Moscou. Et cela, malgré les menaces de l'Union européenne. Donc les choses commencent déjà à se fragmenter un peu. Et il semble que les Italiens commencent aussi à réduire leur livraison d'équipements militaires. Il se passe donc quelque chose. Mais supposons qu'un règlement politique ne puisse pas être trouvé. Oui, ce n'est pas possible. À quoi ressemblerait alors une solution militaire aujourd'hui?
car il est certain que la Russie ne veut pas entrer en Ukraine occidentale. Ce serait terrible. Mais si elle veut éviter une guerre de guérilla prolongée, une guerre sans fin, un autre Afghanistan de 20 ans, à quoi ressemblerait une solution militaire pour la Russie si ce qui reste de l'Ukraine continue d'être inondé d'armes? Eh bien, c'est l'une des erreurs d'ailleurs que oui, Washington, ces stratèges, entre guillemets, ce ne sont pas des stratèges. Ils pensaient, oh oui, l'Afghanistan, faisons entrer les Russes dans ce chaos. Et, eh bien, ils n'ont pas étudié l'histoire de la guerre en Afghanistan. Mais le fait est que ce n'était pas la 40e armée qui comptait moins de 100 000 hommes combattant en Afghanistan. Et en réalité, c'était bien moins que ça. C'est une histoire complètement différente ici. Mais le point important, c'est que, eh bien, les armes, le terrorisme, absolument, l'Ukraine restera un foyer d'activité terroriste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme je l'ai déjà dit, il est très difficile de se prononcer maintenant. Par exemple, juste avant que nous passions à l'antenne ici, les Russes avaient déjà pris d'importants villages, des très grands en fait. Il s'agit probablement de la ville de Kamenka dans la région de Kharkov déjà. Soumis, eh bien, c'est probablement la prochaine étape. Donc les choses évoluent tellement vite qu'on ne sait même plus comment les suivre, car l'état-major général et Poutine ne dévoilent pas leurs plans. Il ne nous reste plus qu'à observer. Mais comme je l'ai dit depuis longtemps, les Russes ne seraient pas contre un règlement politique, dans le sens où ils gouverneraient, pas en tant que partie de la Russie, mais en gouvernant. Vous savez, les Russes ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent. Ils veulent des changements politiques là-bas. Par exemple, Odessa, Nikolaïev et même Kiev, vous savez. Ainsi, ils auront leurs représentants sur place. Et cela prendra beaucoup de temps, ce qui sera bien sûr complètement isolé de toute influence de l'OTAN, tandis qu'il faudra essentiellement attendre qu'une autre génération d'Ukrainiens vieillisse et disparaisse avant de pouvoir dire que d'accord. Voici la nouvelle génération qui peut réellement comprendre ce que l'Occident leur a fait alors qu'ils lui faisaient confiance. Et ils pourront au moins entamer un certain processus de guérison. Actuellement, l'écrasante majorité de la population russe ne veut pas avoir affaire aux Ukrainiens. Pas seulement avec l'Ukraine, mais avec les Ukrainiens en tant que peuple. Il y a actuellement un sentiment écrasant parmi les Russes qu'ils ne sont pas un peuple frère. Ce qui, il est vrai, n'est pas le cas. Et par conséquent, nous aurons probablement cette solution politique prolongée, où il y aura la fédéralisation ou même la confédéralisation de ce qu'il restera de l'Ukraine une fois que tout sera terminé. Certaines parties iront probablement plus vite. Prenons, par exemple, un scénario, un vote pour rejoindre la Russie, disons Odessa. Est-ce possible? C'est pourquoi d'ailleurs les Ukrainiens de l'Ouest, en particulier les bandéristes, ont essayé de chasser les populations ukrainiennes de l'Est, russes et juives d'Odessa, et de les remplacer. Il y a eu tout un programme pour réinstaller ces Ukrainiens de l'Ouest à Odessa, qui est historiquement une ville russe. Elle a été construite par les Russes. Donc nous avons ce scénario et peut-être d'autres. Qui sait, peut-être même qu'un scénario militaire n'est pas exclu en ce qui concerne Odessa et Nikolaïev. Je ne sais pas, mais il y a plusieurs possibilités ou plusieurs éventualités, si vous préférez. Nous devons examiner l'arbre de décision, comment la direction militaire et politique russe prendra ses décisions, ou comment l'arbre de décision évoluera en fonction de toutes sortes de facteurs. Pour l'instant, les États-Unis font semblant de négocier de bonne foi. Les Russes ne sont pas idiots. Ils savent qu'on ne peut rien signer avec les États-Unis ou avec l'Occident. Cela ne veut rien dire. Donc, c'est leur jeu prolongé de diplomates qui cherchent à se positionner.
Les Russes sont probablement les deuxièmes meilleurs après les Chinois pour faire traîner les choses, rendant ce processus long et fastidieux. Cela pourrait durer des années. Si Trump s'en va, comme il l'a promis il y a longtemps, je ne sais pas pourquoi il ne s'en va toujours pas, et en fait, on sait pourquoi il ne s'en va toujours pas. Mais oui, il a dit quoi? Le 30 maintenant? Le 30 avril. Rien ne change. Rien n'est accompli. Je m'en vais. Les Russes croisent les doigts, genre, mec, oui, s'il te plaît. Parce que les États-Unis étaient le principal moteur derrière tout ça. Et M. Trump, évidemment, avec sa première administration, a joué un rôle crucial dans l'armement et la réforme de l'armée ukrainienne pour vraiment attaquer la Russie. Ce qui est étrange dans la posture actuelle de l'Amérique en tant que médiateur, c'est que même Marco Rubio reconnaît ou affirme qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Et dans cette guerre par procuration, eh bien, ce qu'il ne dit pas explicitement, mais qui est évident, c'est que les États-Unis sont en réalité un participant de premier plan. Il s'agit, dans une large mesure, d'une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Et quand on parle de l'OTAN, les États-Unis sont en fait le seul acteur pertinent, ou principal du moins. Il s'agit donc d'un conflit américano-russe. Il est donc intéressant de voir comment il se positionne aujourd'hui en disant « Eh bien, nous sommes le médiateur. Nous allons essayer de négocier une issue à cela. » Mais ils sont l'acteur principal. C'est ainsi que j'interprète également cette médiation. S'il s'agit de se retirer, alors c'est en fait confier la responsabilité d'une guerre perdue aux Européens. Je veux dire, c'est un peu comme l'Afghanistan. Les avions sont déjà sur la piste, les gens essayent de fuir, et les Américains tentent de faire passer cela pour un problème européen. Les Européens réagissent d'une manière qui montre qu'ils veulent prendre la place de l'Amérique et essentiellement prendre le relais. Ils semblent plus qu'enthousiastes à l'idée d'assumer la responsabilité de ce chaos. C'est donc assez absurde à observer. Mais vous avez parlé de Trump qui se retire, parce qu'il ne cesse de dire que ce n'est pas sa guerre. Ce n'est pas sa guerre, c'est celle de Biden. Mais il combat la Russie depuis maintenant 100 jours avec l'armée américaine dans cette guerre par procuration. Donc, s'il continue ainsi, ce sera bien la guerre de Trump, non? C'est déjà le cas. Doug McGregor, qui sait tout, a déjà affirmé sans équivoque que c'est désormais sa guerre. Et oui, Trump a écouté, il a encore une bande de perdants autour de lui. Je veux dire, ces perdants, ce sont les généraux américains. Ils n'ont jamais rien gagné de leur vie. Ils perdent toute leur guerre et ensuite, bien sûr, ils en rejettent la faute sur les politiciens. Mais le fait est que vous avez des gens comme Kellogg. Ce type est un perdant. Ils le sont tous. Et ce qu'ils n'arrivent toujours pas à reconnaître, c'est qu'ils doivent abandonner leurs faux semblants. Ils ne jouent même pas dans la même cour militaire que la Russie. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais été, à l'exception de l'US Navy, qui a eu, vous savez, ce combat brillant, pour ainsi dire, et cette guerre dans le Pacifique. Et même là, vous savez, ils ont eu besoin de l'aide de l'armée rouge pour vaincre l'armée du Kwantung en Chine, qui comptait 1 million d'hommes et d'autres choses de ce genre. Mais le fait est que ces types ont perdu toute leur guerre. Ils n'en ont jamais gagné aucune. Bon, ils ont vaincu la Grenade et ils ont eu les Turcs pour tirer contre l'armée irakienne à moitié illettrée. Mais le fait est que ce n'est même pas sérieux. Et ces gens-là sont guidés par leur ego. Ils ont été convaincus par une complète affabulation et une réécriture de l'histoire du XXe siècle, principalement par des historiens de l'establishment britannique et américain, qui, vous savez, n'ont tout simplement pas supporté. Ils n'ont pas supporté que l'Union soviétique ait largement vaincu l'Allemagne nazie, que les forces de l'Axe en Europe aient été essentiellement défaites par l'Union soviétique, que l'Union soviétique ait été une puissance spatiale, et d'autres choses de ce genre.
was first in space and things of this nature. It was supposed to be this shining hill C'était censé être la ville brillante sur la colline, vous savez. Et d'une manière ou d'une autre, il y a ces Russes qui interfèrent constamment avec vous. Et en conséquence, vous avez vu par vous-même ce qu'ils ont fait non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'Europe. Et maintenant, il y a toute une classe de personnes qui n'ont aucune loyauté nationale. Ils sont très peu cultivés. Les gens confondent très souvent leur raffinement, comme conduire des Lamborghini et boire du scotch très cher, avec la culture. En réalité, bien sûr, si vous regardez ces élites, l'élite allemande, regardez-les. Ce sont, en gros, des imbéciles. Annalena Baerbock n'est qu'un exemple. Et c'est pareil là-bas. Et Trump a composé son administration, encore une fois à l'exception de Tulsi Gabbard, qui est clairement une femme avec une certaine intégrité, et, vous savez, elle comprend ce qu'elle fait. Regardez-les. Regardez les Kellogg. Regardez tous ces généraux. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien conseiller à Trump? Donc il a créé... Regardez son conseiller à la sécurité nationale. Mike c'est un perdant, il disait « Oh oui, j'étais dans le 75e, vous savez, le Ranger Regiment. » D'accord. As-tu déjà vu la vraie guerre? Non. L'armée américaine ne sait pas ce qu'est la vraie guerre. Même quand on regarde leurs documents et tout, c'est écrit essentiellement pour écraser des puissances du tiers-monde, si ce n'est pas du quatrième. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ils sont confrontés à la réalité et ils n'arrivent pas à l'accepter facilement. Il y a beaucoup de problèmes humains là-dedans. Il réserve que problèmes psychologiques. Donc, j'imagine que la direction de la guerre semble désormais claire, puisque l'Ukraine et l'OTAN sont en train de la perdre, et que les États-Unis décident de se retirer. Les Européens vont essayer de poursuivre sans les Américains. Je me demande alors dans quelle mesure il est probable que la guerre s'étende ou déclenche un conflit entre la Russie et certains pays européens, car je ne pense pas que quiconque le souhaite. Mais les règles de la guerre par procuration ne cessent d'évoluer. Il faut se rappeler que Biden lui-même affirmait que les F-16 signifiaient la Troisième Guerre mondiale. Mais bien sûr, nous avons largement dépassé ce stade depuis longtemps. Et en effet, à la fin de 2024, nous avons vu certains pays de l'OTAN mener des frappes contre la Russie avec ses missiles longue portée, dont on sait qu'ils sont également opérés par des Américains. Mais la Russie a toujours été confrontée à un dilemme. Soit elle riposte et risque la Troisième Guerre mondiale, soit elle ne riposte pas. Bien sûr, cela encouragerait l'OTAN. Et vous savez, comme on le lit tout le temps dans les journaux, la Russie n'ose pas réagir. Il est prouvé qu'elle ne défend pas ses lignes rouges, tout cela. Mais si les États-Unis se retirent, alors deux choses se produisent. Premièrement, les Européens devront, à mon avis, intensifier considérablement leurs efforts pour compenser les pertes américaines. Vous savez, peut-être, les Britanniques parlent d'envoyer des avions en Ukraine, ce genre de choses. La deuxième conséquence, c'est que la Russie a moins à perdre en ripostant si elle n'entre pas en guerre directe avec les Américains. Donc, oui, je me demande simplement, étant donné que nous ne cessons de changer les règles de cette guerre par procuration, à quel point pensez-vous qu'il est probable que nous finissions par une guerre entre la Russie et les Européens? Encore une fois, je pense que rationnellement, cela n'a pas de sens. Mais j'ai l'impression que la raison a été jetée par la fenêtre il y a déjà un moment. La principale question à se poser est la suivante. Avec quoi l'OTAN européenne va-t-elle combattre la Russie? C'est ça, le vrai problème. Je vais vous donner un aperçu. L'ensemble de l'armée de terre du Royaume-Uni ne remplirait même pas le nouveau stade de Wembley. La puissante, je suis ironique, puissante armée française, qui est la meilleure d'Europe, compte 113 000 hommes. C'est moins que ce que les Russes ont sur un seul axe opérationnel en Ukraine. Le niveau de préparation technique de l'armée française
Prenons par exemple le célèbre Charles Leclerc, qu'ils ne veulent pas fournir. Ils ne veulent pas livrer de Charles Leclerc à l'Ukraine parce que, évidemment, eh bien, ils finiraient comme les Abrams et tous les autres. Vous savez, les Russes, ceux qui se battent là-bas, ils ont des crédits immobiliers. Ils aimeraient aussi détruire des Leclerc, vous savez, tout comme ils l'ont fait avec le Léopard, qui était censé être le meilleur char du monde. Mais c'est pas le cas. Donc tout cela n'est que du bluff. Sur les 222 Leclerc opérationnels que possède la France, leur disponibilité technique se situe probablement entre 15 et 35%. Quant aux avions, ils en ont environ 180, des Rafales et tous ces Mirages. Mais seulement un tiers d'entre eux peuvent réellement voler. Le Royaume-Uni peut probablement fournir une dizaine de Tornado. Et vous savez quoi? Peut-être 15 F-35. Vous voyez, c'est ça le problème. Si l'Europe veut aller combattre la Russie, il n'y a qu'une seule façon de vaincre les Russes. Et croyez-moi, je ne vous présente même pas le pire aspect de l'argument. Disons, comme le raisonne Sun Tzu, qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. La seule façon pour eux de vaincre la Russie, c'est en donnant des hernies aux Russes, à force de les faire rire hystériquement. Bon, soyons honnêtes. Et c'est un professionnel militaire qui vous le dit. Donc l'Europe est militairement impuissante. Je veux dire, pour que vous alliez faire quelque chose, il y a encore des gens de bon sens là-bas. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont désespérés et hystériques, parce qu'ils comprennent que leur bluff a été démasqué. Je veux dire, la puissante Bundeswehr est une blague, comme je l'ai déjà dit. Ils peuvent probablement aligner ces Eurofighters, probablement 12 d'entre eux. Oui, les Britanniques peuvent en fournir 8 ou 9 de plus. Littéralement, ce sont des forces armées dysfonctionnelles. La seule raison, je vais vous donner un indice, juste pour illustrer. Et beaucoup de gens disent que c'était Obama, que la main d'Obama a été forcée. Ce sont la France, l'Italie et le Royaume-Uni qui ont décidé de combattre M. Kadhafi, et ce sont eux qui ont déclenché la guerre. Eh bien, devinez quoi? Ils ont épuisé leurs munitions intelligentes en moins de 72 heures et ont commencé à supplier les États-Unis de les rejoindre. Et il s'agit de la Libye. Kadhafi, c'est le type qui n'a jamais voulu poursuivre une véritable coopération militaire avec la Russie ou ce genre de choses. 72 heures, il n'avait plus aucune munition moderne. Vous pensez que la situation s'est améliorée? Non. Elle s'est beaucoup aggravée parce que maintenant, comme je l'ai déjà dit, prenez n'importe quel pays là-bas, qui est un acteur majeur. Retirez la dissuasion nucléaire française, qui se compose seulement de 4 sous-marins stratégiques, lanceurs d'engins de la classe Le Triomphant. Et ils ont le Mirage 2000, je ne me souviens plus de la version, peut-être 5F, qui peut emporter ce drôle de missile de croisière avec une portée de 300 km. C'est tout ce qu'ils possèdent en matière d'armes nucléaires. Retirez cela, et ils ne sont plus qu'une armée du tiers-monde avec quelques jouets brillants. Et, vous savez quoi? Coûteux. Quand on regarde cela, ils ne sont même pas capables de produire un missile anti-navire supersonique. Aucun d'entre eux. Les États-Unis ne peuvent pas en produire un, et eux non plus. Et donc, on commence à regarder de près ce qui constitue le TOE, table d'organisation et d'équipement. C'est la table d'organisation et d'équipement d'armées et de forces armées bloquée en 1990. Voilà ce que c'est. Donc ils veulent aller jusqu'au bout. Bien sûr, le potentiel de mobilisation russe, bien qu'il ne soit pas aussi important que celui de l'Europe, mais la Russie n'en a pas besoin. Je veux dire, il existe tellement de nouveaux systèmes d'armes capables de décapiter complètement. Les Russes disent ouvertement, oui, si vous voulez déclencher une guerre, allez vous cacher dans vos bunkers sous Bruxelles. Ce sera bien mieux. Vous savez, rassemblez-vous simplement pour qu'on puisse tous vous tuer d'un coup. Et c'est ça, même sans armes nucléaires. Et tout cela,
c'est du bluff. La seule chose qu'ils peuvent probablement faire, c'est continuer à fournir quelques armes légères et peut-être quelques manpads, des lance-missiles portables de type Stinger. À part ça, c'est impuissant. Yeah, other than that, it's impotent. Yeah, I heard something similar recently in Oui, j'ai entendu quelque chose de similaire récemment lors d'une conversation avec George Beebe, l'ancien directeur de l'analyse de la Russie à la CIA. Il a également souligné que les Européens ont un certain problème à ce sujet, qu'il n'y a pas de stratégie, parce que, vous savez, dans une stratégie, il faut avoir des objectifs, mais il faut aussi tenir compte des moyens nécessaires pour atteindre ces fins. Il doit y avoir un lien, mais il y a un énorme décalage. Et je pense qu'il souligne avec justesse que cela est en grande partie dû à l'émotivité qui règne actuellement en Europe. Il n'y a pas de réflexion stratégique, et ils sont très émotionnels. Donc encore une fois, cela signifie qu'à cause de ces émotions, ils continuent de se fixer des objectifs énormes et irréalistes. Donc non, la Russie ne se retirera pas jusqu'aux frontières de 91. Sur leur départ, ils devront payer des réparations. On their way out, they will have to pay reparations. They will, will set up trials for Moscow. Ils vont, vous savez, organiser des procès pour Moscou. Même maintenant, à ce stade final, alors que nous voyons que nous avons perdu la guerre, ils continuent d'en parler. L'UE continue d'en parler, d'organiser des tribunaux pour les dirigeants russes. Et si quelqu'un s'oppose à cela, en disant « Écoutez, ce ne sont pas des objectifs réalisables », il est alors accueilli avec suspicion, comme « Pourquoi essayez-vous de défendre les Russes? Êtes-vous en train de les légitimer? Soutenez-vous leur discours. » Il n'y a donc plus de place pour la raison. Il n'y a plus que, encore une fois, de l'émotion, la fixation de ces objectifs insensés qui ne peuvent pas être soutenus par les moyens, et nous nous retrouvons dans des positions très vulnérables sans aucune issue. Je me demande donc si cela pourrait l'expliquer, car encore une fois, j'ai mentionné cela. This could explain it because, again, I mentioned this. Very simple. Eh bien, c'est très simple. Soyons honnêtes, l'Europe déteste la Russie. Les Européens, la majorité, pas tous, je ne sais pas quel est le pourcentage, peut-être 65%, cela varie selon les pays. Si tu regardes Sputnik 2017, rien que ça avant tout cela, Paul, tu peux très facilement le trouver, seulement environ un quart, et les Français encore moins, des Européens considèrent les Russes comme un peuple européen. Les Russes n'ont plus d'illusions à ce sujet. Et ce sont des Européens, tu sais, pas seulement quelques dirigeants idéologiques qu'ils ont élus. Ils les ont élus. La France a élu Macron, que la France en profite. Eh, vous avez élu ce type avec une large majorité. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas un dirigeant légitime de la France. C'est ce que le peuple français voulait. Donc, ils ne considèrent pas les Russes comme un peuple européen. Et finalement, la Russie a dit, très bien, ça nous va. En fait, éloignez-vous de nous. Et donc, quand on regarde cela, c'est ce que c'est. Et rien ne peut changer cela. C'est pourquoi ils sont hystériques, parce que c'est une attitude envers les Russes qui remonte à des siècles. D'importantes parties de la population, ou par exemple, des élites politiques, comme à Washington, comme James Clapper, qui était responsable de tous les services de renseignement, considèrent les Russes comme des sous-hommes. Il a déclaré ouvertement que les Russes sont génétiquement déficients, qu'ils sont prédisposés au vol, et d'autres choses de ce genre. Alors, les Russes ont finalement déclaré que, oui, d'accord, nous sommes prêts à être des barbares asiatiques, et nous ne sommes pas des Européens. Et c'est bien, parce que c'est la réalité. Les gens doivent comprendre que les Russes n'ont pas, et vous le savez probablement aussi bien que moi, que pour les Russes, ils savent que pour l'Europe, le 9 mai, le jour de la victoire, à l'exception des Britanniques, je veux dire, ils auraient pu en faire partie. Mais à part ça, pour l'Europe, c'est un jour triste, parce que l'Europe réunie, a été vaincue. Beaucoup de gens oublient que nous avions, une armée finlandaise combattant l'armée rouge. Nous avions les Hongrois, les Italiens, les Roumains,
Vous savez, la liste est longue. Des divisions espagnoles, des divisions SS françaises, vous voyez? Donc c'est un peu comme, regardez ça, oui, c'est l'Europe. Et ça a toujours été comme ça. Les Français se sont rendus à Hitler sans même offrir de réelle résistance. Le gouvernement de l'époque, Vichy, a énormément collaboré avec l'Allemagne nazie, et les Russes le reconnaissent. Ils ne veulent pas tourner autour du pot comme ils le faisaient à l'époque soviétique, quand il y avait des vecteurs idéologiques, pour ainsi dire, du genre « Oui, nous sommes peut-être marxistes, mais nous voulons quand même faire partie de l'Europe. » Les Russes ne veulent pas faire partie de l'Europe aujourd'hui. C'est tout le problème. Et les Russes ont évidemment des enjeux bien plus importants en consolidant et en unifiant le continent eurasiatique économiquement avec la Chine, ce qui représente un énorme défi. Eh bien, économiquement, c'est gigantesque. Cela éclipse l'Europe. Et puis, bien sûr, la Russie doit trouver un modus vivendi avec les États-Unis, non pas parce que les Russes aiment particulièrement les États-Unis, mais parce que ce sont deux superpuissances qui peuvent facilement anéantir le monde 5 fois de suite. Il faut donc trouver les moyens de coexister et au moins maintenir des relations diplomatiques et ce genre de choses. Mais oui, la romance entre la Russie et l'Occident réunis est terminée. Elle est morte, morte, morte. Donc, ces Européens et Occidentaux en général qui viennent aujourd'hui en Russie sont accueillis à bras ouverts, vous savez. Mais je veux dire, globalement, en tant que civilisation, l'incompatibilité a été complètement démontrée. Oui, je pense que c'est un point intéressant, car souvent nous nous concentrons sur les points de rupture ou la ligne de front entre la Russie et l'Europe, et nous mettons souvent en avant les tensions militaires et le découplage économique. Mais les liens politiques ou sociétaux, c'est assez intéressant, car je connais aussi quelques libéraux russes qui semblent très convaincus que l'Occident n'a de problème qu'avec Poutine. Si quelqu'un d'autre était au pouvoir, ils embrasseraient les Russes. Mais je pense que beaucoup d'entre eux ont changé de mentalité, il me semble, surtout au cours des 2 ou 3 dernières années. Et encore une fois, quand beaucoup de ces politiques ont été mises en place, je ne pense pas qu'en Europe, nous ayons vraiment réfléchi à tout cela. Car quand on commence à interdire les athlètes russes, les joueurs d'échecs, les couristes, les touristes, la littérature russe, le ballet, vous savez, il y avait des gens, comme l'ancien ambassadeur américain McFaul, qui affirmait qu'il n'y avait plus de Russes innocents. Ce genre de choses. Je pense que beaucoup commencent à se demander si en fait l'Occident déteste Poutine ou s'il déteste tous les Russes. Eh bien non, ils détestent les Russes. Oui. Oui. McFaul est un imbécile. C'est un homme mentalement limité. Et cela montre la totale dégénérescence de l'institution politique occidentale. Parce que, bon sang. D'abord, n'oubliez pas, ce type n'a pas seulement été ambassadeur en Russie, où il était la risée générale, mais il est aussi considéré à Stanford ou peu importe, Berkeley, peu importe l'usine à diplôme où il travaille, il est considéré comme un spécialiste de la Russie. Ce type ne connaît rien du tout à ce sujet, et il a un doctorat. Vous savez, c'est comme la célèbre phrase de Mencken sur les crétins avec un doctorat qu'il a écrite dans les années 1920. Il était visionnaire, vous savez. Voilà, c'est ce que vous avez. Et oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne s'agit pas seulement des élites politiques. Cela a été reconnu par le peuple russe. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, lorsque nous en avons parlé, j'ai mentionné cela, ce qui est en fait choquant. En 2021, même avant le début de l'opération militaire spéciale, des Russes ont été interrogés sur la façon dont ils s'identifient. 64% des Russes se sont identifiés comme n'étant pas européens, tandis que 20% étaient ambigus à ce sujet. Vous pouvez parier ce que vous voulez aujourd'hui que l'immense majorité des Russes non seulement ne s'identifient pas comme Européens, mais ne veulent pas s'identifier comme Européens.
Et après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, je pense, oui. Et lorsque vos soi-disant libéraux russes, qui sont essentiellement des agents pro-occidentaux, financés par l'USAID et tout ça, même s'ils commencent à changer d'avis, cela veut dire quelque chose. Que le message est enfin passé. J'écris à ce sujet depuis 10 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité de la société russe dans son ensemble, et ils ne veulent en aucun cas être associés à l'Europe. Le parcours russe, pour ainsi dire, des 300 dernières années visant à s'intégrer à l'Europe est terminé. Et oui, ils vont interdire, ils vont saboter, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour nuire à la Russie ou la saboter. Mais oui, les Européens normaux, des personnes avec leurs valeurs traditionnelles, avec leur propre intégrité humaine, s'ils se sentent vraiment mal à l'aise de vivre, disons en Allemagne ou en France, ils sont les bienvenus en Russie. C'était l'un des coups de génie de Poutine d'ouvrir ces visas de 3 ans sans aucune exigence pour les personnes qui partagent ce qu'on appelle, je ne me souviens plus du nom du décret, mais c'était quelque chose en lien avec les valeurs traditionnelles. Donc oui, il y a de nombreux Européens qui s'installent maintenant en Russie. En fait, je connais un gars qui essaie d'y arriver. Je l'ai connu il y a longtemps. Bref, je voulais te demander brièvement ce que tu penses des divisions aux États-Unis. Parce que j'ai trouvé ces propositions de Kellogg et Witkoff tellement étonnamment différentes. Encore une fois, Witkoff semble accepter qu'il faut s'attaquer aux causes profondes. Et il a réellement écouté le point de vue russe et la mesure dans laquelle la Russie exige le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine et des concessions territoriales. Tout cela. Eh bien, comme nous le savons, Kellogg a exposé quelque chose qui ressemble à la division de l'Allemagne, et encore une fois, à des forces de maintien de la paix européenne. Bon, ils leur ont donné un autre nom, mais ce serait quand même des troupes de l'OTAN. Mais c'est tellement différent. Qu'en penses-tu? Est-ce une façon pour Trump de négocier ou de montrer? Voici 2 options. Si vous jouez bien vos cartes, cela dépendra de la direction que nous prendrons. Ou est-ce simplement le chaos et des divisions dans les rangs? Oui, c'est le chaos. Et encore une fois, n'oubliez pas, Kellogg est un perdant. C'est la risée des professionnels militaires russes. Il est comme la plupart des généraux américains. Encore une fois, c'est un perdant. Il n'a jamais rien gagné de sa vie et il ne comprend pas la guerre moderne. Il a 80 ans. C'est un néoconservateur. Donc oui, c'est Trump. Il embauche des gens. Évidemment, Trump doit rendre l'appareil, disons rendre l'appareil, entre guillemets, à Miriam Adelson et aux autres donateurs. Mais les Russes ont déjà déclaré qu'ils ne parlaient pas de Kellogg. Et encore une fois, vous savez, ça aurait été drôle. J'aurais adoré être là si, disons, M. Surovikin, en tant que négociateur du côté russe, rencontrait M. Kellogg. Il le regarderait comme une puce, vous voyez? Alors, parce que c'est ce qu'ils sont, tu vois. L'armée américaine a été complètement discréditée. Et donc, quand tu regardes ça, oui, c'est l'administration Trump, d'accord? C'est le chaos. Il a fait de bonnes choses et pris de bonnes décisions, comme nommer Kash Patel à la tête du FBI et Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national. Mais pour le reste, tu regardes ça, bon sang, mais qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir et ça ne marche pas. Il croyait vraiment, je le pense, quand il parle à Kellogg, ce type a des problèmes avec les mathématiques. Il ne comprend manifestement pas ce qu'est la guerre moderne. Il est complètement nourri à la propagande ukrainienne. C'est pour ça qu'il pense que les Russes ont perdu 700 000 morts. Je veux dire, aucun vrai professionnel du milieu militaire ou du renseignement n'y croirait une seconde, mais lui, il l'a fait. Alors, quand on regarde ça, que puis-je dire? C'est l'administration Trump, d'accord? Et je commence de plus en plus à pencher du côté de Doug McGregor et à être d'accord avec lui. C'est désormais la guerre de Trump.
Par ailleurs, les États-Unis, tout comme l'Europe, sont militairement impuissants. Ils n'ont littéralement plus rien à envoyer, et même s'ils trouvent quelque chose, ce sera anéanti. Le bluff a été révélé, le bluff militaro-industriel des États-Unis a été exposé. Et oui, les armes occidentales ont été exhibées. Franchement, c'est pathétique. Non, ils peuvent encore tuer, ne vous y trompez pas. Ils tuent, c'est un fait. Mais tout ce mythe pathétique autour d'une prétendue supériorité technologique, ils sont technologiquement inférieurs. Certains d'entre eux sont à la traîne, non pas d'une génération, mais de 2 générations d'armement. Et c'est pourquoi il se retrouve probablement dans une impasse en ce moment. Mais il a décidé que ce sont ces gens. Il a donc Vitkov, qui est sans aucun doute un homme intelligent. Il est assurément intellectuellement honnête. Et il y a ce type Kellogg, et quoi que Trump décide, qu'il décide ce qu'il veut. À ce stade, cela n'a plus d'importance. Je vais vous donner un exemple. Même si les États-Unis mobilisaient maintenant toutes leurs forces armées et tentaient de combattre la Russie, en supposant que la Russie leur permette d'abord de prédéployer puis de déployer, ils ne tiendraient pas très longtemps. Et en réalité, ce seraient les États-Unis qui auraient recours au nucléaire, car ils n'ont aucune capacité à affronter la Russie de manière conventionnelle. C'est aussi simple que ça. Et j'ai écrit le premier livre, Perdre la suprématie militaire, il y a 8 ans. J'ai déjà dit, je veux dire, ces gens ne comprennent pas cela. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont tout simplement aucune idée, parce qu'ils se sont convaincus eux-mêmes. Ils ont écrit ces livres d'histoire sur eux-mêmes. À quel point ils sont formidables, comment ils ont vaincu, vous savez, Hitler, avec très peu, vous savez, très peu d'aide de ces Russes. Un simple théâtre secondaire. Vous savez, alors qu'ils ont éliminé 80% de la crème des forces de l'Axe. Mais oui, nous sommes les... Regardez ça, nous avons tué, vous savez, tant de gens pendant la guerre d'Irak. Et des gens disaient, y compris des généraux russes, arrêtez déjà les gars, c'est pas une vraie guerre. Mais ils se sont mentis à eux-mêmes. Et au final, voilà où nous en sommes, vous voyez. Oui, je suis probablement d'accord avec toi sur la question Kellogg, parce que j'ai publié une vidéo de lui où il a prononcé ce discours, à cette table, en disant que nous sommes le summum du professionnalisme. Nous tuons des Russes et les éliminons des rangs des grandes puissances, et nous ne perdons même pas d'Américains. Nous nous battons avec des Ukrainiens. Et je l'ai publié parce que je pensais, tu sais, que c'était faux à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan stratégique, on ne provoque pas la Russie si on ne peut pas gagner, peu importe avec qui on se bat. Et ensuite, il y avait simplement l'immoralité de la chose, le fait que, tu sais, nous ne nous battons qu'avec des Ukrainiens. Eh bien oui, je n'attends pas de moralité de la part des généraux américains. Kellogg est professionnellement incompétent, comme la plupart d'entre eux. Il ne comprend pas les opérations, il ne comprend pas la technologie, il ne le peut pas. Et il n'a pas de véritable formation en ingénierie. Donc ce type, il souffre encore. Vous savez, il souffre comme McCain, comme feu John McCain souffrait. Sa russophobie était absolument motivée par le fait qu'il a été abattu, en fait, par un missile soviétique. En réalité, il a été abattu par l'équipage de combat des officiers de la défense aérienne vietnamienne. Mais bien sûr, ils avaient été formés par les Russes, et les Russes leur avaient fourni le complexe de défense aérienne S-75. Mais oui, c'est comme ça que ça s'explique. Et Kellogg, c'est un perdant. Il n'a rien accompli dans sa vie, militairement parlant. Il fait partie de l'armée qui perd toutes ses guerres. Et en conséquence, il a ce complexe d'infériorité qui se manifeste par des propos malveillants et la prétention de comprendre ce qu'est le professionnalisme militaire. Ce n'est pas le cas. Comme je l'ai déjà dit, il est la risée des vrais officiers militaires. Je le sais de première main, des officiers de haut rang disent en gros, ce type est un crétin. Mais c'est typique de Trump, vous savez.
Il a nommé Monsieur Matisse comme secrétaire à la Défense à un moment donné, en lui expliquant « il a l'air bien et il a fière allure en uniforme ». Voilà, c'est ça vos critères. Voilà, qu'attendez-vous de plus? Oui, il y a clairement un manque de professionnalisme à ce niveau-là. Oui, c'est un total manque de professionnalisme. Oui, eh bien, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que le général Kellogg m'a répondu sur Twitter en disant « Oh, c'est des trucs de Sun Tzu qu'il aimait. » Et c'était juste. Pour moi, c'était fou que ce soit ces grands plans de génie sur lesquels il travaille. Non, je veux dire, l'éducation militaire américaine, de haut en bas, à l'exception de certaines filières d'ingénierie essentielles comme l'Académie navale des États-Unis ou l'Académie de l'US Air Force, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qu'on leur enseigne dans les écoles de guerre ou, vous savez, au Command and General Staff College à Leavenworth, Kansas? Je n'en sais rien. Ils leur apprennent probablement comment les États-Unis ont vaincu, vous savez quoi, une invasion extraterrestre. Ils regardent probablement Independence Day comme un documentaire, ou Top Gun, vous voyez. Mais c'est l'impression que ça donne, parce que les gens manifestement ne comprennent pas la base du sujet. Ils possèdent cette technologie, dont une grande partie n'est pas vraiment viable sur le champ de bataille moderne, mais ils se persuadent qu'ils sont bons. Si vous êtes si bons, pourquoi perdez-vous vos guerres contre un ennemi qui décide réellement de riposter? Oubliez leur père. Et c'est bien là le problème. J'ai écrit mes 4 livres précisément à ce sujet. De toute évidence, ils n'y réfléchissent jamais. Maintenant, il est trop tard. Et le fait est que je commence à pencher de plus en plus vers l'idée que, oui, Doug McGregor avait raison, que c'est la vision déformée de Trump. Ma dernière question porte simplement sur ce que vous pensez que la Russie fera ensuite, d'après votre expérience. Parce que, pour moi, il semblait que la Russie était prête à faire d'énormes concessions dans le cadre de cet accord proposé par Trump. Mais ensuite, j'ai commencé à y réfléchir davantage. Cela pourrait simplement être un excellent coup de communication, car les Russes ont donné l'impression d'être très conciliants, mais Zelensky l'a immédiatement rejeté. Et comme l'a souligné son ancien conseiller Alexei Arestovitch, alors, que faites-vous? Vous donnez l'impression que les Russes sont des gens gentils, conciliants, épris de paix, prêts à envisager de faire des concessions. Pendant ce temps, son ancien patron, Zelensky, rejette tout simplement l'idée d'emblée, avant même qu'ils aient la réunion à Londres. Donc oui. Et puis bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, l'administration Trump, eh bien Marco Rubio ne l'a pas annulé. Il ne se présente tout simplement pas. Et maintenant, Trump pourrait repartir en paraissant plus favorable aux Russes, alors qu'il n'a même rien obtenu des Russes. Je me demande donc si les Russes auraient accepté les concessions rapportées par le Financial Times. Et sinon, selon vous, quelle sera la prochaine étape des Russes? Vont-ils chercher la victoire? N'importe quoi. Vous prenez le Figaro, The Economist, qui est dirigé par les Américains, le Financial Times, The Times, tout ça, c'est de la camelote. Ce ne sont que des tabloïds. Les gens qui y travaillent inventent tout de toutes pièces. Et ils font, encore une fois, la plupart du temps de la propagande. C'est une machine de propagande, la gibersonienne. Beaucoup de ces personnes pourraient en fait être accusées de crimes de guerre. Par exemple, le comité éditorial du Financial Times, oui, ceux-là déversent principalement de la propagande ukrainienne. Et bien sûr, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Donc cela ne peut absolument pas être pris au sérieux. C'est pourquoi la déclaration de Peskov a encore été noyée dans tout cela. Vous savez, c'est ça, les médias, ce sont des prostituées, d'accord, par définition. Et donc Peskov a déclaré, ne leur faites pas confiance, écoutez les sources primaires. Mais devinez ce qu'ils font.
Ils prennent aussi les sources primaires, et vous savez quoi, commencent à les manipuler. Donc le journalisme en tant que tel n'est pas une profession, ce n'est pas un métier. Et je ne veux pas entrer dans la définition du journalisme selon Hunter dans, vous savez, Las Vegas Parano, mais nous connaissons tous cette définition et qui y sont. Donc, on ne peut pas faire confiance aux médias établis en Occident. Point final. Je veux dire, ce sont la machine de propagande à la Gibson. Et comme M. Lavrov a dû parler à cette cruche, Elizabeth Brennan ou peu importe son nom, de CBS, vous pouvez le constater par vous-même. Ce sont des provocateurs. Ils n'ont aucune intégrité humaine, aucune intégrité professionnelle. Ils ne font que ce qu'on leur dit de faire. Donc dans ce cas, tout cela relève de la communication, essayant de présenter la Russie comme faible et d'offrir à l'Occident une sorte de victoire imaginaire, parce que c'est la seule chose dont ils sont capables. La victoire militaire a déjà été remportée. Il ne s'agit plus que de la phase de négociation, maintenant, de voir comment tout cela va se terminer. Mais comme je l'ai déjà cité, Doug McGregor, je pense que c'est la guerre de Trump. Trump, évidemment, n'est pas un russophile. Il déteste Poutine parce qu'il comprend à quel point Poutine lui est supérieur en tant qu'homme et en tant qu'homme d'État. Mais il croit d'une certaine manière qu'il est un génie, et c'est un narcissique. Et il aggravera la situation bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sauf bien sûr, s'il se retire, comme il l'a promis. Mais bien sûr, c'est la promesse de Trump. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit. Donc en conséquence, nous sommes toujours dans cette période d'attente. Mais les Russes continuent d'avancer vers l'Ouest. Et ce n'est pas que les Russes veulent gouverner ces populations, parce que par exemple, même après 10 ans, il y a toujours des problèmes de corruption, et tout cela dans ces républiques, anciennes républiques, qui font maintenant partie de la Fédération de Russie. Et cela prendra encore plus de temps après ce mode de vie ukrainien, pour ainsi dire, si vous intégrez ces régions à votre bilan. Mais regardez, les Russes se rapprochent maintenant de Soumy, et ils sont déjà dans l'oblast de Kharkiv. Il faudra attendre et voir, vous savez. On verra. Eh bien, Andrei Martianov, merci encore pour votre temps. Ça a été très intéressant. Alors merci. Avec plaisir.